Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette dernière conf de la journée. Back-end mobile en Kotlin. Je ne sais pas si vous avez passé une bonne conf. Moi, oui, c'était ma première ici à Sonitech. J'ai eu des super conversations avec des participants, d'autres orateurs, des partenaires sur les stands. Comme c'est la première fois que je viens, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Thomas Ségismond. Je travaille depuis chez moi à Marseille. Je suis en télétravail pour Red Hat. Est-ce que tout le monde connaît Red Hat dans la salle, ou plutôt qui ne connaît pas Red Hat dans la salle? Bon, tout le monde connaît, c'est très bien. Alors, par contre, je vais préciser, parfois les gens me disent ouais, Red Hat, oui, c'est distribution Linux, c'est oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup d'outils pour les développeurs. Ceux qui sont développeurs Java doivent connaître JBoss, ils ont dû entendre aussi parler de Quarkus récemment. Mais Red Hat, c'est aussi le sponsor du projet Eclipse Vertex sur lequel je contribue. Et puis c'est aussi un éditeur de plein d'autres solutions, notamment une distribution Kubernetes qui s'appelle OpenShift, et de l'orchestration de déploiement de Ansible et tout un tas d'autres solutions de virtualisation, de stockage, etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler back-end mobile. Alors, qui est développeur mobile dans la salle? Android ou iOS? Voilà, quelques-uns. Les autres, vous pouvez aller à la plage ou à la rivière, comme vous voulez. Non, je plaisante. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas vraiment le développement d'une application mobile, c'est le développement d'un back-end pour mobile. Et moi-même, je suis vraiment pas bien placé pour parler de développement mobile. Donc si vous deviez aller à la plage, je serais obligé d'aller avec vous, et je suis pas sûr que les organisateurs seraient très contents. Du coup, pourquoi est-ce que je veux vous parler de tout ça aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques temps, j'ai lu un article de Eric Hellman, donc qui est un ancien de chez Spotify, qui a travaillé sur leur application Android pendant quelques années. Et il faisait le constat, dans cet article, que dans le développement mobile, il allait falloir apprendre à maîtriser des technologies back-end comme on l'avait fait pour le développement web, pour le navigateur. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que généralement, quand un client vient vous voir et vous dit voilà, je voudrais que vous développiez mon application mobile, il a des données à vous exposer. Si vous affichez une page produit, il y a de grandes chances que vous deviez aller chercher de l'information dans un service qui affiche les détails du produit, peut-être un service qui affiche les notations, etc. Et si vous, depuis votre application mobile, vous interrogez tous ces services indépendamment les uns des autres, eh bien vous allez payer le coût réseau à chaque fois. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout efficace. C'est pour ça qu'on développe des edge services ou front-end for back-ends. On fait ça dans le développement web et on fait ça dans le développement mobile. Dans le développement mobile, ça a encore plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand vous faites du développement navigateur, à la maison, vous avez peut-être de la fibre qui arrive jusqu'à votre box, du Wi-Fi. Sur un terminal mobile, on a une connexion quelle est ce qu'elle est. Effectivement, si on est dans le centre de Montpellier à regarder son fil Twitter, on a peut-être une connexion qui est même plus rapide qu'à la maison. Mais si on remonte un peu l'Hérault et qu'on va vers les Cévennes, déjà, ça va faire un petit peu plus mal. Donc les connexions radio, elles sont beaucoup moins stables, beaucoup moins rapides. En tout cas, pas partout, elles ne sont pas rapides partout. Et du coup, le fait de concentrer l'information sur un seul service frontal, ça c'est extrêmement important pour l'efficacité de notre appli mobile. Alors, le problème du mot full stack, c'est que c'est un peu surchargé. Et le but, c'est évidemment pas de demander aux développeurs mobiles de faire toute la couche applicative. Il ne va pas créer les écrans, plus créer le service analytics avec du Spark, de l'analyse, etc. Il y a de grandes chances que, dans ce genre de cas, on finisse par empiler des solutions mal conçues, depuis le client jusqu'au back-end. Ce qu'on veut faire, nous, c'est plutôt réussir à réutiliser nos compétences de développeurs mobiles pour développer un back-end simple qui pourra interroger les différents services fournis par des gens qui font du back-end tous les jours et dont c'est la spécialité. Alors si on regarde un petit peu développeurs mobiles Android, quelles sont les compétences qui sont habituelles dans cet écosystème? Alors bien sûr, historiquement, on a Java. Mais aujourd'hui, Kotlin a tendance à devenir omniprésent. Et d'ailleurs, si vous prenez un tutoriel aujourd'hui de développement d'applications Android, d'Office, c'est Kotlin. Il y a encore les exemples en Java, mais c'est Kotlin qui est montré en premier.
Pour interroger des backends, on va souvent avoir Retrofit avec OK HTTP. Donc Retrofit, c'est un client REST avec où on décrit une interface qui décrit le backend avec des annotations. Et puis, historiquement, pour composer les différents appels backend, il y a beaucoup de RxJava utilisés sur Android. Maintenant qu'il y a Kotlin, on utilise de plus en plus les coroutines. Et donc ça, c'est une autre arme, un autre outil à notre disposition. Alors moi, comme je suis plutôt développeur back-end, je ne savais pas trop ce qui se faisait réellement dans les agences mobiles. Donc je suis allé demander, j'ai eu la chance de rencontrer Gauthier Merschling à Devox il y a 2 ans, et je lui ai demandé comment ça se passe. Et lui, il m'a dit, bon, ben, souvent dans les projets, dans les agences, il y a un peu de tout, on fait du mobile, du web, donc c'est pas rare qu'on fasse des back-ends en PHP. Si l'application n'a pas une très grande envergure, ce n'est pas un problème. Après tout, ça marche, il n'y a pas de raison. Par contre, au niveau de ce qu'on a à faire, quand on passe du code Java ou Kotlin dans l'application mobile au code PHP, on est vraiment sur 2 univers complètement différents. Une autre solution, c'est de le faire en JavaScript. JavaScript, c'est un peu comme PHP, tout le monde en a fait à un moment dans sa vie. Alors on ne sait pas forcément bien le faire, mais au moins on connaît, donc si on a un besoin, ben on va se lancer là-dedans. JavaScript, c'est un avantage, c'est que c'est à base d'event loop, et donc ça déjà, ça nous rapproche un petit peu plus du modèle qui est dans Android. Mais concrètement, c'est encore un autre langage, c'est des autres outils de build, etc. C'est pas la même usine logicielle, donc on est encore un peu décalé. Et puis sinon, évidemment, c'est d'utiliser Spring. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu la conf de Sébastien Deleu ce matin. Il y en a parmi vous là qui étaient? Oui, quelques-uns. Donc vous avez vu que Spring avec Kotlin et les coroutines, ça marche très bien. Mais quand on fait du Spring dans Tomcat, à nouveau, on est dans un modèle un thread par requête. Et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. On va revenir dessus après. Pourquoi? Moi, évidemment, je travaille sur Eclipse Vertex. Je voudrais vous proposer de voir ce qu'on peut faire avec Vertex et pourquoi c'est intéressant d'essayer de garder cette même logique de programmation qu'on trouve sur le mobile. Alors, qui parmi vous connaît Vertex? Quelques-uns. Allez, levez bien les mains que je vous vois bien. Ouais. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Pour les autres, Vertex, c'est une boîte à outils. Donc une boîte à outils, ça veut dire que ce n'est pas un serveur qu'on télécharge, c'est juste des librairies qu'on rajoute dans son projet. Et on va utiliser ce dont on a besoin et seulement ce dont on a besoin. Donc ça peut être un client HTTP, de quoi faire un serveur REST, de quoi se connecter à une base de données Postgre. Ça a été créé en 2012 chez Pivotal par Tim Fox. Ensuite, il est venu chez Red Hat, je vous passe les péripéties, mais Red Hat et VMware ont trouvé un accord pour que le projet aille à la fondation Eclipse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est en double licence. Ça a presque 10 000 starts sur GitHub, donc si vous voulez y aller et être les prochains, ben, merci. Et puis, c'est basé sur Netty, donc c'est une librairie qui est très connue dans l'écosystème Java pour créer des solutions réseau extrêmement rapides et surtout efficaces avec le matériel. Vertex, c'est polyglotte, donc c'est écrit en Java. La plupart du temps, c'est utilisé en Java, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres langages. Et quand je dis utiliser avec d'autres langages, ce n'est pas via les couches d'interopérabilité, c'est-à-dire que nous, on crée des API idiomatiques pour chacun de ces langages. En revanche, si vous le faites avec du Ruby, ce ne sera pas dans le MathRuby, le Ruby standard que vous pouvez installer, ce sera obligatoirement sur du JRuby, forcément. Et puis le langage qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est Kotlin. Alors, pourquoi ce modèle d'event loop il est intéressant? Il est intéressant parce qu'il nous permet de concevoir notre application de façon extrêmement simple. Si j'ai qu'un seul thread qui exécute mon code, je n'ai pas besoin de me poser la question de mettre un synchronize d'ici, un synchronize là-bas, ou d'utiliser des atomic long. Je sais qu'il y aura toujours un seul thread, et donc c'est beaucoup plus facile de raisonner sur le code qui est écrit. Et surtout, c'est beaucoup plus facile à débugger parce que déjà écrire du code multithread qui marche bien, c'est pas facile, mais le débugger, ça l'est encore plus. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va avoir comme genre d'événement? Dans une event loop Android, on va avoir des événements comme l'utilisateur a cliqué un bouton, l'utilisateur a pris une photo et voici le contenu de la photo.
sur Vertex, le genre d'événement qu'on va avoir, c'est une connexion HTTP a été reçue, on a reçu le résultat de notre requête en base de données, etc., etc. Donc là, pour l'instant, c'était très théorique, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez là en Kotlin une petite classe qui est en Abstract Vertical. Donc Abstract Vertical, c'est une classe Java. Et cette classe, c'est ce qui nous permet d'encapsuler le code de notre application. On va surcharger la méthode start, qui est le point d'entrée du programme, et on va créer un serveur HTTP. Et ensuite, avec la méthode listen, on va lui demander d'écouter sur le port 8080. Et là, par défaut, le modèle de Vertex, c'est un modèle de callback. Ça veut dire qu'il va falloir passer une fonction qui va nous dire ce qu'il faut, qui va exécuter le résultat et qui va s'occuper du résultat et qui, en fonction du succès ou de l'échec, fera différents traitements. Si on passe à Kotlin et les coroutines, le code, il est toujours un petit peu aussi verbeux, parce que là, j'ai rajouté le try-catch, même si ce n'est pas nécessaire, mais c'était pour vous montrer l'équivalence. Cette fois-ci, je l'ai écrit comme du code impératif. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce que j'écris quand j'écris un programme Spring sur Tomcat ou Java EE. Simplement, quand je vais appeler cette méthode ici, listen await, l'exécution va être suspendue et le println qui est ici ne sera exécuté que quand le serveur écoutera effectivement sur le port 8080. C'est un petit peu magique et ça vous permet d'écrire du code qui s'exécute pas forcément sur le même thread, mais de manière impérative. Ce qui est particulier à Vertex, c'est qu'on a plusieurs event loops. En général, les machines sur lesquelles vous exécutez vos serveurs, elles n'ont pas qu'un seul core, et donc, plutôt que de laisser des cores inutilisés, nous, on crée plusieurs event loops pour exécuter votre code. Et comment on fait? Eh bien, on crée plusieurs instances du vertical. Donc là, dans notre cas, au moment de déployer le vertical, on va lui demander de créer 3 instances. Et habituellement, lorsqu'on crée 3 fois un serveur réseau sur le même port, en général, ça finit en erreur parce qu'il y en a un qui a réussi et les autres n'y arrivent pas. Là, ici, dans Vertex, il y aura un seul serveur qui va se connecter et il va répartir les connexions sur les différentes instances de vertical. Et c'est comme ça qu'on arrive à utiliser l'ensemble des cœurs du processeur. Sur Android, on est habitué, lorsqu'on développe une interface, à ne pas effectuer tout ce qui est code réseau ou traitement long sur le thread principal de l'activité. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur le bouton et que le thread il est occupé à faire un traitement long, l'interface, pendant ce temps-là, elle est complètement bloquée. C'est la même chose dans un navigateur. Si vous faites du JavaScript qui s'exécute indéfiniment, il ne se passe plus rien, le thread n'est plus disponible pour traiter les interactions de l'utilisateur. Dans Vertex, on a le même système, parce que quand vous avez une event loop, ben c'est la même chose, il ne faut pas la bloquer si vous faites un long traitement. Alors par long traitement, on n'entend pas forcément appeler du code bloquant. Ça peut être quelque chose qui est uniquement de manger du CPU. Vous pouvez par exemple calculer des décimales de pi si ça vous fait plaisir. Ça, c'est mieux de le mettre sur un pool de workers. Donc là, voilà, c'était pour un peu présenter l'outil dans son ensemble. Donc maintenant, on va regarder un petit peu en pratique à quoi ça ressemble. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas développeur Android, donc je suis allé voir ce que faisait Google. Et ils ont une application qu'ils appellent l'Universal Music Player et qui vous permet de comprendre comment on fait avec Android pour faire un lecteur de musique qui marche sur les téléphones, les tablettes. Je crois qu'elle est prévue pour marcher aussi sur les wearables et puis dans les voitures, etc. Donc, je vous ai mis le lien de cette application. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment où elle démarre, elle va chercher par HTTP du contenu JSON qui liste une liste de pistes. Chaque piste dit quel est son type, son genre de musique, où se trouve le contenu de la pochette d'album, etc. et où se trouve le fichier MP3. Donc nous, ce qu'on va faire comme première étape, là, avant même d'aller réellement mettre des fichiers et de regarder et de les ramener au
au mobile, c'est qu'on va déjà essayer de créer un petit serveur HTTP qui nous renvoie du JSON. Alors j'espère que vous voyez tous bien. Ça va là comme ça? C'est assez gros? Ouais, bon. Donc là, j'ai créé une classe qui est en coroutine vertical. Pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose, parce que je n'ai pas surchargé la méthode start. Donc je vais démarrer avec Gradle la compilation, et puis il va aussi me déployer mon vertical, qui bien sûr, pour l'instant, ne fera rien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va surcharger la méthode start. Et dans cette méthode start, on va demander à Vertex de créer un serveur HTTP. Ce serveur HTTP, il va falloir lui dire quoi faire quand une requête va être reçue. Donc là, je pourrais utiliser le hit de Kotlin qui est implicite, mais pour que ce soit un peu plus clair pour la démo, on va nommer le paramètre. Quand on va recevoir une requête, tout simplement, on va récupérer l'objet response et on va envoyer, pour l'instant, hello Sunnytech. D'accord? Et puis pour terminer, comme on a vu tout à l'heure, listen await sur le port 8080. Et si tout se passe bien, il va me recompiler tout ça. Ici, on le voit un peu en dessous. Voilà, le vertical a été redéployé. Et si je regarde ce qui se passe, voilà, j'ai mon hello Sunnytech. Bon, mais nous, ce qu'on voulait, c'était du JSON. Et puis surtout, on voulait que ce soit sur le chemin music.json. Alors, quand vous faites quelque chose, des serveurs avec des outils comme Spring ou Java.EE, souvent vous annotez des classes avec Vertex, c'est plutôt comme dans Node.js. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un routeur. D'accord? Et ce routeur, on va lui dire quand tu reçois une requête GET sur le chemin music.json, il faut que tu t'occupes de ma requête. Alors lui, il va me passer un objet routing context qui va me donner accès à la requête qui est arrivée, à l'objet réponse, aux entêtes HTTP qui étaient dans la requête. Et donc moi, je vais pouvoir utiliser ça pour récupérer mon objet de réponse et envoyer un JSON object. Alors, comment je vais faire pour envoyer du JSON? Je vais simplement appeler cette méthode JSON object of. Ça, c'est une méthode de Vertex. Et je vais lui dire, je vais un champ musique. Et il faut que tu renvoies un JSON array. Ce JSON array, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ma liste de pistes qu'on a vues tout à l'heure. D'accord? Donc là, pour l'instant, on s'en fiche un peu, on va juste l'envoyer vide. Et puis, il faut que j'encode mon JSON object pour qu'il puisse le renvoyer. OK, donc je sauve, il va recompiler, redéployer. Et cette fois, si je reviens ici et que je vais sur music.json, ça n'a pas marché. Ah oui, pardon. Évidemment, mon request handler, ça ne peut plus être hello Sunnytech. Donc, je vais lui dire que cette fois-ci, c'est le routeur qui va recevoir les requêtes et qui va les diriger sur les bons handlers. Donc, j'attends qu'il redémarre, qu'il redéploie. Et cette fois, j'ai bien mon JSON. Alors, pour simplifier, moi, je me suis créé une petite classe ici, Utilities en Kotlin, qui permet de lui dire proprement que c'est du type application JSON, d'encoder, etc. Donc ça, c'est une petite extension sur l'objet routing context.
Donc ça, c'est sympa. Avec Kotlin, on peut rajouter des méthodes qui sont pratiques sur des objets qu'on utilise souvent. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va lui dire routing context, .json. Je vais lui passer le JSON object. Et cette fois-ci, quand je vais retourner dans mon navigateur, voilà, là, cette fois, le Firefox est un peu plus content. Il a vu que c'était du JSON et donc il me le présente comme il a l'habitude de présenter le JSON. Donc là, on a fait cette première étape. Dans une deuxième étape, on va connecter notre serveur à une base de données. Alors, habituellement, dans l'écosystème Java, quand on fait des appels en base de données, on utilise des drivers JDBC. Mais les drivers JDBC, c'est bloquant. Et comme nous, on travaille sur une event loop, si on utilise les drivers JDBC, il va falloir soit utiliser execute blocking, soit utiliser le module Vertex qui wrap tous les appels JDBC dans un appel execute blocking à notre place. Ça simplifie un peu le développement, mais ce n'est pas réellement réactif de bout en bout. Dans notre écosystème, on a développé un driver pour PG Client, un driver pour Postgre qui s'appelle le PG Client et qui est entièrement réactif. C'est-à-dire qu'à aucun moment on fait des appels bloquants. Ce driver, il utilise le client TCP de Vertex et il implémente le protocole de Postgre directement. Donc aujourd'hui, c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc cette fois, pour commencer à organiser un peu le code, on va déporter notre handler dans une méthode qu'on va appeler list tracks. Voilà. Cette méthode, on va la créer. On va remettre notre code ici. Et maintenant, ça c'est un petit peu... Voilà, ça devrait être mieux là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut initialiser notre driver. Donc on va faire PG Client. Je veux créer un pool avec cet objet Vertex, et il faut lui passer des options. Alors dans Vertex, quand vous créez un vertical, il y a un objet conf qui est la configuration que vous avez fournie au format JSON. Et donc là, on va pouvoir transformer ça grâce à cette petite méthode que j'ai mis ici dans le fichier utilities et qui prend l'objet de config JSON object en entrée et qui nous prépare un objet de type pgpool option. Celui-là, il a le port, l'utilisateur, le nom de la base et le mot de passe. Donc on va simplement appeler pgpool option off et lui passer la config. Est-ce que c'est bien? Non, voilà. C'est plutôt pgpool option. Voilà. Comment on va utiliser ce pool dans une autre méthode? Il faut le stocker dans une variable. Donc je vais le mettre dans une variable de mon vertical que je fais late_init_var parce que var normalement il faut que ce soit initialisé dès le début. Et là, comme c'est initialisé quand la méthode start est appelée, non pas à la création de l'instance, j'ai besoin du mot-clé late_init. Voilà, et c'est un objet de type pgpool. Maintenant, dans ma méthode liste de tracks, je vais pouvoir faire pgpool, exécute-moi cette requête qu'on trouve ici. Mais je vais utiliser la version avec les coroutines. Et là, il n'est pas content, parce que ma méthode, ce n'est pas une suspend méthode. Si je veux pouvoir utiliser les coroutines, il faut que je lui spécifie explicitement que c'est possible. Donc, je fais le query await, et il va me renvoyer un pg reset. Alors pg reset, c'est juste un ensemble avec tous les résultats de la requête qui sont chargés en mémoire directement. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours mon objet de tracks.
Et je vais le remplir tout simplement. Donc je vais faire recette for each. Voilà, je préfère ça. Et je vais ajouter à mon JSON array. Alors dans Utility, j'ai préparé une petite méthode row to JSON object qui convertit une row vers un objet JSON. Mais en fait, vous pourriez aussi préparer votre requête Postgre pour qu'elle vous sorte le JSON directement, et ce serait encore plus simple. Row to JSON, je lui passe la ligne Postgre, et ça devrait être presque bon. Sauf que ma méthode suspend, elle est appelée depuis un handler qui, lui, n'est pas une méthode suspend. Donc, je vais devoir rajouter un appel à la fonction launch qui va dire à la librairie de coroutine Kotlin, lance-moi cette fonction dans le scope de ce vertical. OK? Donc, si je sauve ce code, une fois qu'il est redéployé, je devrais pouvoir voir voilà, les pistes que j'ai sauvegardées dans ma base de données. Donc là, on a fini la deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième, où il faut servir des fichiers. Alors pourquoi on doit servir des fichiers? Parce qu'ici, vous voyez que non seulement on a un chemin vers la source de la piste, mais on a également un chemin vers l'image de l'album. Et si je prends ce chemin, pour l'instant, il ne le trouve pas. Alors dans Vertex Web pour être précis, il y a un handler très pratique qui s'appelle le static handler et qui va regarder le chemin qui a été spécifié dans la requête et qui va vérifier si quelque part dans votre répertoire de ressources, vous avez un répertoire webroot et où il y a un fichier qui a un chemin correspondant. Donc là, c'est pas plus compliqué que ça pour servir des fichiers. Et si je rajoute, si je le redéploie, je devrais être capable de voir mon image. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait des chemins vers des fichiers, comme celui-ci. Donc là, ça, je pourrais l'afficher ici, mais je voudrais vous montrer quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. C'est par rapport au fait que nos applications mobiles, elles peuvent être lentes dans leur façon d'accéder au serveur. Du coup, j'ai préparé une petite requête, une requête curl, je ne sais pas si vous la voyez bien, où je vais aller chercher ce fichier, mais je vais lui dire tu vas te comporter comme un réseau super lent et tu ne vas pas télécharger plus de 28 kilo-octets par seconde. Si je fais ça, et que je le lance dans mon navigateur, dans mon terminal, vous voyez que là, il y va doucement, hein, on en est à peine à 3%. Et mon application, pour l'instant, avec un seul thread, elle répond toujours. Là, je n'ai pas lancé plusieurs instances. Il y a un seul thread qui répond aux requêtes. Si je m'amuse à lancer 100 clients qui font la même chose, il va mettre un peu de temps à les lancer tous. Il est en train de les servir tous. Il est en train de streamer le contenu MP3 vers tous ses clients sur un réseau pourri, mais il répond toujours avec un seul thread. D'accord? Et ça, c'est particulièrement important parce que si vous faites des applications mobiles à destination du grand public, peut-être que vous avez à avoir des pics de charge qui peuvent être assez importants et ça peut être intéressant d'utiliser la puissance de votre serveur au mieux, plutôt que de toujours dire je vais en rajouter. Voilà. Alors oui, le serveur, ça coûte pas cher, mais on est en 2019, il fait une chaleur pas possible dehors. Peut-être que si on utilisait moins de serveurs pour faire des choses de la même façon, voilà, ça pourrait être pas mal.
Petite parenthèse. Fraîche. Bon, alors j'ai plus besoin de tous ces serveurs, tous ces clients, pardon, on va les tuer. Maintenant, on a été capable de streamer le contenu MP3 et le contenu, les images des albums. On va voir si ça va démarrer dans notre application mobile. Donc là, j'ai démarré un émulateur sur mon laptop. Et j'ai aussi Android Studio dans lequel j'ai importé le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais lui demander de démarrer sur mon émulateur de Pixel l'application qu'on vient de développer. Et si tout marche bien, je devrais avoir l'image de mon album plus le son de la chanson. Alors là, on pourrait rajouter un petit peu de log et vous verriez que quand je change la position sur la piste, en fait, il va me chercher, grâce au static handler, le contenu exactement à cet endroit en faisant des range requests et il s'intéresse uniquement au contenu qui reste à partir de ce temps-là. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est le static handler qui le fait pour vous et on avait écrit assez peu de code. Voilà. Je vais arrêter de parler en même temps que la musique, ça sera bien. Donc ça conclut les démos. Et on va essayer de conclure maintenant sur la présentation. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que pour un développeur mobile Android, Vertex, c'est un modèle qui est familier, parce qu'on peut faire avec Kotlin, on peut faire avec des coroutines. Je ne l'ai pas montré aujourd'hui, mais en fait, il y a une API aussi RXifiée de Vertex. C'est un modèle à base d'event loop, qui est le modèle auquel tous les développeurs mobiles sont habitués. Lorsqu'on fait des traitements bloquants sur Android, alors pour rappel, bloquant, ça ne veut pas forcément dire des API bloquantes, ça peut être juste des traitements un peu longs et qui demandent du CPU. On décharge sur un pool de workers. Et donc voilà, on a quelque chose de vraiment familier. Vertex, c'est un toolkit qui a fait ses preuves. Je vous l'ai dit, ça existe depuis 2012. Vous pouvez, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent Tech Empower Benchmark ici? Non? Personne? Alors Tech Empower, c'est un site où il compare avec différents cas d'utilisation, soit simplement du HTTP JSON, ou alors on va chercher des requêtes en base. Il compare l'implémentation de ces services avec différents tools. Alors il n'y a pas que du Java, hein. Il y a du Java avec Vertex, avec Spring, avec plein d'autres choses. Il y a du Rust, etc. Et vous verrez que pour faire des requêtes en base de données avec Vertex et des serveurs HTTP, on est plutôt bien placé. Et puis, on me demande souvent aussi, oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Vertex en prod? Oui, oui, vous pouvez aller voir sur vertex.io who's using. Il y a toute une liste de clients. Il y a des grandes banques, il y a Royal Bank of Scotland, il y a Groupon, il y a Decathlon qui a déjà fait des confs sur l'utilisation de Vertex. Vous avez aussi Michelin qui fait du pneu connecté. Il y a une vidéo de mon collègue Julien Ponge avec Fabien Pomerol à Devox, où il montre comment ils sont passés d'un modèle d'une application avec un thread par connexion à Vertex pour pouvoir justement régler des problèmes de montée en charge, pour pouvoir récupérer toutes les données qui viennent des flottes de camions et faire une maintenance efficace des pneus. Et puis il y a des clients de Red Hat que je ne peux pas nommer, mais maintenant Red Hat vend du support sur Vertex, donc voilà. Pour pouvoir faire du développement avec une event loop, il faut un écosystème réactif autour de ça. Et pour les développeurs mobiles, ce qui est intéressant dans l'écosystème que nous on a, c'est évidemment ce que je vous ai montré, le serveur REST HTTP JSON. On a un web client qu'on développe nous-mêmes, qui est très facile d'utilisation, mais sur Android, OK, HTTP et Retrofit sont quand même largement prédominants. Et on a un moteur qui permet d'utiliser l'API de Retrofit et de OK HTTP avec en fait la couche réseau de Vertex. Donc du coup, vous restez vraiment dans le même univers côté mobile et côté serveur.
On a aussi le client Postgre entièrement réactif que je vous ai montré et qui est connu et qui fait le buzz pour son efficacité et sa vitesse. Mongo, Redis, Elasticsearch. Et récemment aussi, on a de quoi faire des serveurs GraphQL. Si vous voulez vous y mettre, vous pouvez tester le code que j'ai montré aujourd'hui. Il est sur mon repo GitHub. Donc le lien il est dans la présentation, j'enverrai le PDF par la suite. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez diffuser. Ouais, voilà. Vous avez start.vertex.io pour vous créer une application, pour lancer une application plutôt qui va vous préparer tout, le POM ou le fichier build Gradle avec les dépendances qui vous intéressent. Vous avez how2.vertex.io, ça on l'a lancé récemment, ça vous explique comment faire basiquement, utiliser basiquement un des modules de la stack, les docs, et puis bien sûr si vous voulez nous poser des questions, vertex.io/community. Je vais faire une promotion assez hontée. Mon collègue Julien Ponge, il vient de l'INSA de Lyon et maintenant il travaille chez Red Hat à plein temps avec nous et il sait très très bien apprendre les choses. Et donc là, il écrit un livre, Vertex in Action. D'ailleurs, Manning a offert un code pour toute la collection pour les participants de Sonitech. Donc si vous voulez le noter, allez-y, c'est valable sur Vertex in Action, mais d'autres bouquins également. Et puis, ils m'ont aussi donné des codes pour Vertex in Action à gagner. Du coup, je vais vous poser 3 questions, j'en ai 3 des codes, et puis ceux qui sont les plus rapides, ils pourront repartir avec un e-book gratuit.